Bonjour à tous, l'objectif pour cette vidéo ce sera de mettre la classe de PCSI1 au même niveau que celle de PCSI2 vu qu'on a avancé à des rythmes un petit peu différents depuis le début de l'année. Donc l'objectif c'est d'avancer la leçon C1L2 qui porte sur les systèmes physico-chimiques et les transformations chimiques. On était pour cette leçon au paragraphe grand 1 et on avait déjà traité les trois premiers petits paragraphes, je ne vais pas revenir dessus. Et on arrive maintenant au paragraphe petit 4 qui porte sur une nouvelle notion, l'activité d'un constituant physico-chimique. Et cette activité de constituant physico-chimique, il faut la prendre comme une nouvelle grandeur descriptive, c'est-à-dire une grandeur qui permettra de caractériser un système physico-chimique. Pour ça, on va commencer par définir ce qu'on appelle l'activité en chimie. Pour ça, on va considérer un constituant physico-chimique qu'on a noté de façon générique A indice I dans la phase phi indice I. Et bien pour ce constituant, l'activité, on va la noter A minuscule et on pourra l'écrire activité de AI dans la phase phi I, ou alors si on souhaite alléger un petit peu les notations, on pourra écrire plus simplement A indice I pour l'activité. Concernant cette grandeur, sa valeur va dépendre de plusieurs choses qu'on va détailler dans la suite. Tout d'abord, ça va dépendre du système. Suivant que le système est un corps pur ou un mélange de plusieurs constituants physico-chimiques, on aura des expressions différentes et des valeurs différentes pour l'activité du constituant AI. De la même façon, lorsqu'on a un mélange, l'état d'agrégation, c'est-à-dire suivant si on a un état aqueux, c'est-à-dire dissous dans l'eau, liquide, etc., et la proportion de AI vont moduler la valeur de l'activité du constituant. Pour terminer, l'activité sera une grandeur sans dimension, c'est-à-dire qu'il faudra faire attention à chaque fois dans sa définition qu'il n'y ait pas d'unité résiduelle. Concernant les valeurs d'activité, on ne va pas les interpréter en elles-mêmes. Elles vont nous servir plus tard pour définir une autre grandeur caractéristique d'une réaction non totale qu'on va appeler la constante d'équilibre standard et qu'on va noter K exposant 0. Donc pour l'instant, on prend ces définitions telles quelles et on verra comment on les applique plus tard. Pour ça, on va considérer ce que j'ai mis ici en bas du tableau, un système physico-chimique qui contient un nombre fini, grand N, de constituants physico-chimiques. Alors on peut les appeler A1 dans la phase phi 1, puis A2 dans la phase phi 2, etc. Là ici, on va prendre un cas général, donc on va considérer un de ces constituants, peu importe lequel. Pour ça, je vais reprendre la notation du dessus. On va l'appeler A indice I dans la phase phi I, avec I, un nombre entier naturel compris entre 1 et grand N. Ce qu'on va faire maintenant, c'est détailler les différentes expressions possibles pour l'activité de ce composé-là. Et comme on l'a écrit juste au-dessus, son activité, on va la noter A indice I. Et on va du coup détailler ce qui se passe lorsque le composé est soit un corps pur, soit présent dans un mélange. Donc, première situation, si le composé que l'on considère, AI dans sa phase phi, est un corps pur. Pour un corps pur, trois états d'agrégation différents sont possibles, soit l'état solide, liquide ou gazeux. Si jamais le composé AI est un solide pur, dans ce cas-là, son activité, A indice I, va prendre une valeur simple, ce sera égal à 1 par définition. Si jamais le composé n'est pas un solide pur, mais un liquide pur, l'activité, encore une fois, sera égale à 1. C'est la définition qu'on en donne. Et si jamais le composé AI est un gaz pur, contenu dans une enceinte, par exemple, cette fois-ci, son activité n'est pas égale à 1. On a vu que pour les gaz, afin de caractériser le gaz, la pression était une notion importante. Donc, on va définir l'activité du composé I comme étant la pression du gaz. Et si on laisse les choses telles quelles, si on met une activité égale à une pression, on se retrouverait avec une activité qui a la dimension d'une pression. Or, on a dit que l'activité doit être sans dimension, et donc on doit s'arranger pour faire disparaître l'unité. Pour ça, on va diviser par une autre pression, une pression de référence qu'on va noter P0 et qu'on va appeler la pression standard. Concernant la valeur de P standard, c'est égal à 1 bar exactement.
Et de cette façon, lorsqu'on cherchera à exprimer l'activité d'un gaz, eh bien, on prendra la pression du gaz en bar, on divisera par P0 en bar, et on aura bien une activité sans dimension. Donc, si on finit de légender un petit peu, donc au dénominateur, c'est la pression standard. Au numérateur, P, ce sera la pression du gaz. Et concernant ces trois premières expressions pour l'activité, elles sont importantes. Vous allez devoir les retenir et savoir quand choisir l'une ou l'autre. Donc, on va toutes les trois les encadrer. Ok, maintenant, juste en dessous, ou à côté peut-être de ce que vous venez d'écrire concernant les corps purs, on va considérer le cas où l'espèce AI est présente à l'intérieur d'un mélange. Donc on imagine qu'on a, dans une seule phase, plusieurs espèces qui vont être mélangées, et suivant l'état physique correspondant, on aura des définitions différentes, des expressions différentes pour l'activité du composé numéro I. Alors, premier point, lorsque les composés physico-chimiques sont plusieurs en phase solide, eh bien dans ce cas-là, il faut rendre compte des proportions de chacun de ces composés en phase solide. Ainsi, l'activité du composé I, AI, va s'identifier à sa fraction molaire dans la phase solide correspondante. Donc là, ici, on va le rajouter en légende. X indice I exposant S pour solide, c'est la fraction molaire. Fraction molaire ou pourcentage exprimé en mol, on l'a défini dans le paragraphe grand 1 petit 3. En ce qui concerne les unités, eh bien, un pourcentage n'a pas d'unité, donc on a ici une activité définie sans dimension. Première expression importante qu'il va falloir retenir. Deuxième point, si maintenant le composé I se trouve dans une phase liquide dans laquelle sont présents d'autres composés physico-chimiques, eh bien dans ce cas-là, son activité, de façon un peu analogue à ce qu'on a vu juste au-dessus, va être définie par rapport à sa proportion molaire. Donc ce sera encore une fois la fraction molaire qui va intervenir, mais cette fois en phase liquide. On va noter du coup XI exposant L. Je ne le réécris pas à côté, mais c'est encore une fois ici une fraction molaire qui est dessinée. Si maintenant on a un mélange de plusieurs espèces à l'état gazeux, donc tous sont des gaz mélangés dans la même enceinte, comme on l'a vu tout à l'heure, pour les gaz, ce sera la pression qui va être importante. Et dans le cas d'un mélange de gaz, on a défini une grandeur dans le paragraphe grand 1 petit 3, qui est la pression partielle, c'est-à-dire la pression qu'occuperait un gaz s'il était seul dans l'enceinte. Et donc on va utiliser cette notion pour définir l'activité du composé I. Son activité sera égale à sa pression partielle divisée par P standard, qui vaut, comme tout à l'heure, exactement 1 bar. Là, ici, on peut rajouter une petite légende pour préciser que P indice I, c'est bien la pression partielle du gaz I. Et juste en dessous, P standard. Qui, je vous le rappelle, est une pression introduite pour avoir une activité qui soit sans dimension. Le dernier cas des mélanges qu'on rencontrera très fréquemment dans nos exercices, c'est le cas des solutions liquides, c'est-à-dire les solutions pour lesquelles vous avez un solvant, c'est-à-dire le liquide dans lequel vous allez dissoudre des espèces, et les espèces en question, c'est ce qu'on appelle des solutés. Alors, dans les solutions liquides, on a des expressions différentes pour l'activité selon que l'espèce considérée soit le solvant ou alors un soluté, une espèce dissoute. Si jamais I est le solvant, alors l'activité du composé I va être égale à celle d'un liquide pur, c'est-à-dire égale à 1. On fait comme si le solvant très majoritaire se comportait comme un liquide pur. En ce qui concerne maintenant les solutés,
Prenons par exemple, pour fixer nos idées, une solution aqueuse contenant du chlorure de sodium. Eh bien, ce qui va nous intéresser pour caractériser la présence des ions chlorure et des ions sodium, ce sont leurs concentrations. Et en chimie, on travaille souvent avec les concentrations molaires. Donc, on peut penser, et c'est ce qu'on va réaliser, on peut penser définir l'activité d'un composé dissous en fonction de sa concentration molaire, que je vais noter C indice I. Et si on s'arrête un instant pour réfléchir aux unités, on a ici une activité qui serait de la même dimension qu'une concentration. C'est quelque chose qui n'est pas possible, vu qu'on veut une activité sans dimension. On va donc diviser par une concentration standard qu'on va noter C0 et qui va valoir exactement 1 mol par litre. Cette dernière expression, on aura très souvent à l'utiliser, tout comme celle qui est juste au-dessus qui concerne les solvants. Donc une fois qu'on a vu ça, on a maintenant toutes les expressions possibles pour l'activité. On garde ça dans un coin de notre tête et on va voir comment les utiliser à l'intérieur de la grandeur dont je vous parlais tout à l'heure, la constante standard d'équilibre K0. Et donc avant de passer au paragraphe grand 2, deux exemples d'application pour travailler avec cette notion d'activité. Dans l'exemple numéro 1, je vous propose de considérer un mélange liquide constitué de deux liquides que vous connaissez bien, de l'eau et de l'éthanol. Alors, évidemment, j'ai dit que l'expression de l'activité dépendait du fait qu'on ait une ou deux phases, autrement dit, du fait qu'on ait un mélange ou plusieurs corpures. Donc la première chose à faire, c'est savoir, lorsqu'on mélange de l'eau et de l'éthanol, est-ce qu'on a une seule phase liquide ou deux phases liquides? Pour ça, il faut s'intéresser à la miscibilité de ces deux solvants. On en avait déjà un petit peu parlé. L'eau et l'éthanol sont des solvants qui se mélangent très bien, ils sont miscibles en toutes proportions. Et donc, puisqu'ils sont miscibles, on aura à la fin une phase liquide contenant les deux composés physico-chimiques. Donc, puisqu'on a une seule phase liquide, on est dans le cas d'un mélange de deux composés. Et si on souhaite maintenant exprimer les activités, eh bien, on utilise la définition qu'on a vue. Donc, concernant l'eau, on dira que l'activité de l'eau, dans le cas d'un mélange de liquide, ça va s'identifier à la fraction molaire en phase liquide de l'eau. Et par définition, la fraction molaire, on sait que c'est égal au rapport de la quantité de matière d'eau sur la quantité de matière totale en phase liquide, ce qu'on peut noter de la façon suivante. Quantité de matière d'eau en phase liquide sur quantité de matière totale en phase liquide, ce qu'on peut aussi écrire de la façon suivante. Quantité d'eau en phase liquide sur la somme des quantités de matière d'eau en phase liquide et d'éthanol en phase liquide. Et puisque c'est un pourcentage, une fraction molaire, dans ce cas-là, évidemment, l'activité de l'eau dans ce mélange sera inférieure à 1. Si maintenant on souhaite exprimer l'activité de l'éthanol, eh bien, vu que c'est encore une fois un mélange de liquides, son activité s'identifie à la fraction molaire de l'éthanol en phase liquide, qu'on va noter X liquide éthanol. Pour pouvoir définir cette grandeur, on peut reprendre ce qu'on a mis précédemment, ou alors utiliser une spécificité qu'on avait vue précédemment aussi, dans le paragraphe grand 1 petit 3, le fait que puisqu'on a ici que deux constituants en phase liquide, eh bien, la fraction molaire de l'éthanol, on peut aussi la définir comme 1 moins la fraction molaire liquide de l'eau. Voilà pour le premier exemple. Maintenant, concernant le second exemple, eh bien, je prends encore une fois un mélange de deux composés liquides, l'eau et le cyclohexane. Ce qu'il faut savoir concernant ces deux solvants, alors soit vous le savez, soit je vous l'apprends maintenant, c'est que l'eau et le cyclohexane sont des solvants qui ont des propriétés physico-chimiques assez différentes et par conséquent, ils ne vont quasiment pas se mélanger.
Ça veut dire que là ici, on se trouve dans la situation où les deux liquides sont non miscibles. Non miscible, ça signifie qu'on aura donc deux phases liquides, une constituée d'eau, l'autre constituée de cyclohexane. En plus de ça, le cyclohexane va être moins dense que l'eau, ce sera donc la phase du dessus, et l'eau la phase du dessous. Donc si on essaye de fixer nos idées avec un petit schéma, j'ai représenté ici un bécher, en bas la phase eau, au-dessus la phase cyclohexane. Si on essaye à présent de définir l'activité de chacun de ces deux constituants physico-chimiques, eh bien on reprend la définition. L'activité de l'eau, à quoi c'est égal? Eh bien, l'eau est seule dans sa phase, c'est donc un composé pur. Plus précisément, un liquide pur. Donc l'activité de l'eau est égale à 1 pour cet exemple. Concernant le cyclohexane, encore une fois, il est seul dans sa phase lui aussi. Par conséquent, c'est un liquide pur également, et donc l'activité du cyclohexane sera égale à 1. Donc si maintenant on compare un petit peu ces deux exemples, vous voyez que suivant le fait qu'on ait des liquides miscibles ou non miscibles, on aura à choisir des expressions différentes pour l'activité. Par exemple, prenons l'espèce commune, à savoir l'eau, et dans la première situation, l'activité s'identifie à la fraction molaire, liquide, alors que dans la deuxième, c'est un liquide seul dans sa phase, donc pur, et son activité vaut 1. Ça veut donc dire que dans la suite, il faudra toujours s'intéresser pour nos systèmes physico-chimiques à l'arrangement des phases, savoir si ces phases vont se mélanger pour n'en former qu'une seule à l'état liquide ou au contraire en former plusieurs. Alors on en arrive maintenant au paragraphe grand 2 dans lequel on va repartir sur l'étude des transformations chimiques. Donc on garde dans un coin de notre tête toutes les grandeurs descriptives d'un système, quantité de matière, pression, activité. Et maintenant on va essayer de voir les transformations chimiques, et bien comment est-ce qu'on peut les classer. Dans un premier paragraphe, on va faire un état de vos connaissances actuelles et on va commencer par distinguer ce qu'on avait déjà un peu mis en évidence à la fin de la première leçon, la différence entre une réaction totale et une réaction non totale. On dit aussi parfois réaction équilibrée. Alors, premièrement, pour les réactions totales, elles sont définies par le fait d'avoir au moins un réactif qui est un réactif limitant, c'est-à-dire dont la quantité de matière tombe à zéro une fois l'état d'équilibre final atteint. Alors je marque au moins un réactif limitant, puisque pour une réaction totale, si à l'état initial on réalise un mélange stoichiométrique, c'est-à-dire un mélange qui respecte les proportions imposées par les nombres stoichiométriques de l'équation bilan, alors à l'état d'équilibre final, les quantités de matière de tous les réactifs tomberont à zéro, c'est-à-dire qu'ils seront limitants tous en même temps. Un exemple de réaction chimique qui est une réaction totale, eh bien on peut parler de la dissolution du chlorure d'hydrogène. Cette dissolution, si on cherche à en écrire l'équation bilan qui modélise la transformation, on démarre du chlorure d'hydrogène sous forme de corps pur. Lorsque c'est un corps pur, dans les conditions habituelles de température et de pression, il se trouve à l'état gazeux. Et si on met ce gaz en contact avec l'eau, il va se dissoudre dans l'eau de façon totale. Donc puisque c'est une réaction totale, on peut se permettre ici de mettre une flèche. Et on obtiendra comme ion des ions H+ dissous plus des ions Cl- dissous. Au passage, si jamais on met ici pas la flèche mais le symbole égal, ça convient aussi pour une réaction totale. Autre petite remarque, lorsqu'on note comme ça H+ aqueux, ça veut dire qu'on a des ions H+ entourés de plein de molécules d'eau. Et j'en profite pour vous dire que si on prend H+ associé à une molécule d'eau, eh bien c'est aussi ce qu'on note H3O+. Donc vous trouverez fréquemment des notations équivalentes pour cet ion, soit H+, c'est à peu près la même chose que H3O+. On considère juste dans H3O+, qu'il y a une
une liaison qui s'est établie entre une molécule d'eau et un ion H+. Toujours concernant les réactions totales, lorsqu'on cherche à définir l'état d'équilibre final, eh bien on va porter notre attention sur l'avancement de la réaction. Et cet avancement à l'état final, c'est lorsque le temps tend vers l'infini. Et pour ces réactions totales, l'avancement final, c'est égal à l'avancement maximal théorique qu'on a noté Ximax. Directement lié à la quantité de matière introduite pour le réactif limitant. Donc ça, normalement, c'est quelque chose que vous connaissez très bien. Vous devez être capable d'effectuer un tableau d'avancement sur une réaction totale et de trouver la valeur de l'avancement final Ximax. Regardons maintenant, dans un second temps, les réactions chimiques non totales, qu'on appelle également des réactions équilibrées. Alors pour ces transformations-là, eh bien, à l'état final, les réactifs sont encore présents, mais la transformation n'avance plus. Autrement dit, eh bien, il n'y a jamais de réactif limitant. Simplement, pour ces réactions non totales, on peut, si on essaye d'expliquer les choses de façon un peu plus générale, c'est des réactions qui sont un petit peu molles. Il reste des réactifs, mais les choses font que les réactifs ne sont pas capables de se transformer totalement en produit. Pour essayer de comprendre pourquoi cette transformation n'est pas totale, eh bien, on va prendre un exemple. L'exemple que je vais choisir ici est assez général, on donnera des exemples plus concrets par la suite. Si on considère une transformation équilibrée, eh bien on va considérer comme espèce écrite du côté des réactifs l'espèce A, et du côté des produits, je vais mettre l'espèce B. Dans ce cas de transformation, la flèche qu'on avait mise tout à l'heure est strictement interdite. Soit vous mettez le symbole égal, qui est un symbole général pour les équations bilan, ou alors, le symbole plus précis, c'est celui-là, une demi-flèche qui pointe d'un côté, et une demi-flèche qui pointe de l'autre côté. Que signifie ce symbole? Eh bien, ça veut dire que, simultanément, il va y avoir des espèces A qui vont se transformer pour donner le composé B, et quand le composé B est présent, il est capable de se transformer pour donner l'espèce A. C'est un peu comme si on avait deux réactions compétitives qui avaient lieu en même temps. Et du coup, ces deux réactions, on peut leur définir des vitesses. Alors, dans le sens de A vers B, je vais appeler la vitesse R1, et dans le sens de B vers A, je vais appeler la vitesse de la réaction R2. Lorsque, à l'état initial, imaginons qu'on place que l'espèce A, eh bien, dans un premier temps, au tout premier instant de la réaction, par exemple pendant 30 secondes, on va avoir l'espèce A qui devient l'espèce B avec une vitesse caractéristique R1. Au bout de 30 secondes, l'espèce B étant présente, la réaction caractérisée par la vitesse R2 commence à avoir lieu. Et du coup, comme ça, il va y avoir un temps qui correspond à un temps transitoire permettant d'arriver à une situation finale d'équilibre. Et à l'équilibre final, on aura un cas particulier, c'est-à-dire que on avait déjà parlé des états d'équilibre en disant que à l'état d'équilibre, les proportions ou les quantités de matière sont constantes par rapport au temps. La seule et unique façon d'avoir à l'équilibre une quantité de matière de A constante et une quantité de matière de B constante, c'est que ces deux vitesses R1 et R2 vont s'égaliser. Donc je rajoute ici en indice équilibre, ça veut donc dire qu'au cours de la transformation, la vitesse R1 n'est pas une constante, même chose, la vitesse R2 n'est pas une constante. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'une fois que l'équilibre est atteint, alors les deux vitesses sont égales. Ça veut aussi dire que du point de vue d'un chimiste à l'échelle macroscopique, on pourra dire quantité de matière de A égale constante à l'équilibre, quantité de matière de B égale une autre constante à l'équilibre. Mais maintenant, si on passe à l'échelle microscopique,
eh bien on aura toujours des espèces A qui deviennent des espèces B, et à chaque fois que la réaction a lieu dans le sens A vers B, simultanément, une réaction a lieu dans le sens B vers A, égalité des vitesses, et de cette façon, on a toujours comme ça des échanges qui se passent à l'échelle microscopique. Par conséquent, ces réactions équilibrées, on les qualifie souvent d'équilibre dynamique. Le terme dynamique est à mettre en opposition au terme statique. Statique, ça voudrait dire que les espèces A sont présentes et ne peuvent plus se transformer. Là, ici, ce n'est pas ce que j'ai décrit. Au contraire, les espèces A continuent de se transformer, même à l'équilibre. Donc, on a quelque chose de dynamique. Si on souhaite maintenant caractériser une transformation non totale, à l'état d'équilibre final, on va reprendre, comme tout à l'heure, l'avancement lorsque t tend vers l'infini. Et cet avancement, cette fois, il va être plus petit que l'avancement maximal théorique. C'est ce qui caractérise une transformation non totale. Donc cet avancement, on va le noter xi ec pour équilibre, ou éventuellement xi f pour décrire l'état final. Et dans tous les cas, il sera strictement plus petit que xi max. Xi max étant ici défini comme une valeur théorique, c'est-à-dire qui n'a pas forcément de réalité expérimentale, donc une valeur d'avancement théorique qu'aurait la réaction si elle avait été une réaction totale. Avant de passer à la suite, peut-être alors un exemple plus concret qui devrait vous parler concernant les réactions non totales. Vous avez vu dans le cours de terminale un exemple de famille de réactions qui sont des réactions non totales. Si vous vous souvenez bien, dans la leçon sur les réactions acido-basiques, vous avez défini une constante particulière, la constante d'acidité, K indice A, et cette constante d'acidité, eh bien, elle montrait que la réaction d'un acide faible avec l'eau n'était pas une réaction totale. Autrement dit, à l'état final, après avoir mélangé un acide faible avec de l'eau, vous avez formé des produits, certes, mais vous avez encore l'acide faible qui est présent et l'eau également. Donc c'est ce type de transformation qu'on va maintenant considérer pour la suite. Alors on en arrive maintenant au paragraphe petit 2 dans lequel on va donner l'expression générale de K0, c'est-à-dire d'une constante d'équilibre de réaction non totale. Première chose à savoir, K0 c'est une grandeur, une valeur numérique qu'on va apprendre à déterminer, et cette valeur numérique, eh bien, on va lui donner plusieurs noms. Celui que j'emploie le plus fréquemment, c'est constante standard d'équilibre, mais vous pouvez aussi, de façon tout à fait équivalente, l'appeler la loi d'action des masses, ou encore la relation de Gulbert et Vague, en l'hommage aux deux personnes qui ont défini cette grandeur. Alors la première chose à savoir, c'est que lorsqu'on va chercher à utiliser une constante standard d'équilibre, on doit toujours préciser certaines choses. Ce que j'ai noté ici. Premier point, on doit donner l'équation bilan de la transformation de la réaction chimique associée à la valeur de K0 qui va être fournie. Alors ici, vu qu'on fait d'abord une expression générale, je vais prendre une notation générale pour l'équation bilan d'une transformation. Cette équation bilan générale, on l'avait définie dans la première leçon, et donc je vais ici écrire l'équation bilan sous la forme 0 égale somme sur les i constituants, l'indice i variant de 1 jusqu'à grand N, du nombre stoichiométrique algébrique mu i de l'espèce AI dans sa phase phi i. Je vous rappelle dans cette définition que nu i, le nombre stoichiométrique algébrique, va être négatif pour un réactif et positif pour un produit. Deuxième chose que l'on doit toujours préciser, c'est la température à laquelle se déroule la réaction. Cette température va modifier potentiellement la valeur de la constante standard, et donc si on note grand T cette température et qu'on veut rendre compte de l'effet de la température sur la constante, on pourra noter précisément K standard fonction de la température. Pour pouvoir maintenant définir l'expression numérique de la constante standard d'équilibre, on va reprendre l'expression de l'équation bilan et on va postuler, faire l'hypothèse qu'on se trouve à l'état d'équilibre pour la transformation chimique non totale. Donc,
On considère un système physico-chimique siège d'une réaction chimique dont l'équation bilan, je l'ai rappelé ici, s'écrit 0 égale somme sur I des nuits à I dans leur phase phi. On doit commencer par supposer que pour ce système physico-chimique, un équilibre chimique soit réalisé. Commençons par définir ce que c'est un équilibre chimique. Ça veut dire que pour l'état d'équilibre final, tous les réactifs et tous les produits sont présents. Il faut la présence de tous les composés réactifs et de tous les composés produits pour pouvoir définir la grandeur K standard fonction de la température. Lorsque cet état particulier est atteint, on va alors définir la constante standard d'équilibre ou loi d'action des masses ou relation de Gülbert-Ewag de la façon suivante. K standard de grand T va être égal à un produit de plusieurs termes et chacun de ces termes concerne en réalité l'activité du constituant physico-chimique numéro I. Cette activité, pour le composé 1, je vais la noter A1, et sa valeur, ce n'est pas n'importe laquelle, c'est celle une fois l'équilibre chimique réalisé, donc je vais noter A1 équilibre, et elle sera pondérée en puissance par le nombre stoichiométrique du composé 1. Donc on va mettre A1 puissance, je l'ai mal écrit, puissance nu1. On multiplie ça par un second terme, fois A2 à l'équilibre, puissance nu2, fois, etc., fois l'activité du composé grand N à l'équilibre, puissance nu-N. Alors en mathématiques, vous savez que lorsqu'on fait une addition de plein de termes comme ça, on utilisera le symbole, je l'écris mal, pardon, on utilisera le symbole grand sigma pour écrire les choses de façon plus condensée. Là ici, vous voyez que ce n'est pas une somme de plusieurs termes, mais un ensemble de multiplications qu'on fait. Donc le symbole correspondant, ce sera cette fois un grand pi. Donc si on essaye de poser cette notation, on va donc écrire que K standard fonction de la température est égal à un produit de plusieurs termes. Donc je mets le grand pi. Ces termes, vous voyez, qui se ressemblent à chaque fois. On a l'activité d'un composé à l'équilibre, puissance, son nombre stoichiométrique. Donc on va mettre un indice qui va varier, l'indice I. Et il nous faut préciser en bas et en haut du symbole grand pi quelles sont les valeurs extrémales pour cet indice. On l'a vu dans l'expression de l'équation bilan, l'indice I varie de 1 jusqu'à grand N. Et on a comme ça ici une expression générale pour une constante d'équilibre thermodynamique. Au passage, vous voyez que dans cette expression, on a les activités qui sont sans dimension. Et par conséquent, la constante standard d'équilibre sera elle aussi une grandeur adimensionnée. Donc maintenant que nous avons l'expression générale d'une constante standard d'équilibre, on va voir comment l'appliquer sur différents exemples. Alors pour ça, je vous propose 4 équations bilan qui sont notées sur le document de cours au milieu de la page numéro 5. Je vais les réécrire à chaque fois au tableau pour que vous puissiez suivre en même temps que moi. Alors la première réaction qu'on considère, l'équation bilan, je l'ai notée petit a, et il s'agit d'une réaction entre des ions cuivre 2, des molécules NH3 qu'on appelle des molécules d'ammoniac, et lors de cette réaction, eh bien, 4 molécules d'ammoniac vont venir s'associer, c'est-à-dire former des liaisons chimiques avec le cuivre 2+, pour former cette entité-là. Le 4 qui est ici est en facteur, comme l'indique la parenthèse, et le composé auquel on aboutit, c'est ce qu'on appelle un ion complexe. L'idée ici, c'est d'utiliser cette équation bilan qui correspond à une transformation chimique équilibrée. Ah d'ailleurs, puisque c'est une transformation chimique équilibrée,
on peut préciser. Là ici j'ai mis le signe égal parce que c'est plus facile à taper sur ordi, mais puisque c'est une transformation équilibrée, on pourrait très bien écrire le symbole avec deux demi-flèches, une vers la droite, une vers la gauche. L'idée donc maintenant, c'est d'appliquer la définition de la constante d'équilibre standard et d'exprimer ensuite chacune des activités. Et pour ça, je vais reprendre l'expression générale qu'on a notée et encadrée juste avant, en disant que K standard pour la transformation A, c'est égal à un produit de plusieurs activités à l'équilibre, puissance, leur nombre stoichiométrique. Et on y va. Le composé que je croise en premier, c'est Cu2+, c'est un réactif, son nombre stoichiométrique vaut donc moins, et là ici c'est moins 1. Donc on prend l'activité de Cu2+, à l'équilibre, puissance moins 1. On la multiplie par l'activité de l'ammoniac, puissance moins 4. Ensuite, il nous reste un produit qui est l'ion complexe. Son activité, bien, ce sera puissance 1, vu qu'il y a un nombre stoichiométrique qui vaut plus 1. Donc là, j'ai appliqué sans trop réfléchir la formule. Maintenant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que travailler avec des puissances négatives, c'est quelque chose qu'on ne va pas faire souvent. Ce qu'il faut avoir en tête également, c'est un petit rappel de mathématiques. Lorsqu'on prend alpha, un nombre positif, et qu'on écrit la valeur de x puissance moins alpha, ça revient à écrire 1 sur x puissance alpha. Donc ça, c'est un petit rappel que vous pouvez noter dans votre marge, par exemple, si vous avez oublié. Et ce qu'on va faire, c'est que la plupart du temps, lorsqu'on écrira les constantes d'équilibre, alors quand je dis la plupart du temps, c'est plus de 99% des cas, eh bien, les puissances négatives, on ne va pas les laisser comme ça, on va les passer au dénominateur. Donc, plus vraisemblablement, dans la suite de l'année, on écrira les choses sous la forme suivante. Au numérateur, la seule puissance positive, celle du produit. Et au dénominateur, les puissances négatives. Et donc, vu qu'elles passent au dénominateur, on mettra cette fois plus 1 et plus 4. Et puisque toutes ces activités sont prises une fois l'équilibre chimique réalisé, eh bien on peut mettre comme ça des parenthèses et écrire une fois pour toutes EC. Maintenant qu'on est arrivé là, on va d'abord préciser que au numérateur, on a tout ce qui concerne le ou les produits. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Et au dénominateur, tout ce qui concerne le ou les réactifs. Maintenant, si on essaye d'exprimer les activités, eh bien, il faut s'intéresser, comme on l'a vu, à l'état d'agrégation des espèces. À chaque fois ici, on a mis AQ entre parenthèses pour préciser que ce sont des espèces dissoutes dans l'eau. Et donc, l'activité d'une espèce dissoute dans l'eau, je vous la rappelle sur la droite, on a dit que pour un soluté I, son activité est égale à la concentration CI de l'espèce correspondante, divisé par la concentration standard C0, qui vaut 1 mol par litre. Donc si on applique cette définition à la constante d'équilibre, je vais me faire de la place pour pouvoir réécrire ça. Gardez bien cette expression sous les yeux. Alors je vais écrire K standard pour la réaction A, fonction de la température, est égal. Je remets mon trait de fraction. Au numérateur, je vais mettre concentration du produit sur concentration standard. Au dénominateur, je mets concentration du premier réactif Cu2+, sur concentration standard.
multiplié par concentration du second réactif, NH3, sur la concentration standard. Et là où il ne faut surtout pas se tromper, c'est que pour l'ammoniac, NH3, on a un nombre stoichiométrique 4. Donc là, ici, l'ensemble de ce terme va être à la puissance 4. Là où vous pourriez vous tromper si vous allez trop vite, c'est mettre concentration d'ammoniac puissance 4 et oublier la puissance 4 pour le C0 qui est ici. Donc faites bien attention ici à ces parenthèses que j'ai mises en rouge. Toutes ces activités sont prises à l'équilibre. Alors activités où on voit ici que ce sont des concentrations. Et du coup, vous voyez qu'on a plusieurs termes C0 qui apparaissent dans l'expression de la constante. Donc on va pouvoir les simplifier pour obtenir l'expression finale en fonction des concentrations des espèces. Au numérateur, concentration du produit. Au dénominateur, concentration de Cu2+, concentration d'ammoniac puissance 4. Et là, ici, une petite astuce pour trouver rapidement où placer le dernier C0 et avec quelle puissance. On utilise le fait que K standard est une grandeur adimensionnée. Là, pour l'instant, au numérateur, j'ai une concentration puissance 1. Au dénominateur, une concentration puissance 4 plus 1, 5. Donc, à la fin, après simplification de tous ces C0 là ici, j'aurai au numérateur C0 puissance 4 pour avoir une constante sans dimension. Toutes ces valeurs étant prises à l'équilibre chimique. Maintenant, si vous vous demandez comment on peut déterminer expérimentalement une constante d'équilibre chimique, eh bien, on prend un mélange avec ces réactifs, ce produit, on laisse la réaction se faire de façon à avoir une durée infinie qui s'écoule. Alors en réalité, une durée infinie, ça peut être par exemple attendre 3 heures si la réaction est assez rapide. Et à l'état final, eh bien, on réalise des réactions de titrage pour savoir quelle est la concentration de Cu2+, quelle est celle d'ammoniac, quelle est celle du produit. Et une fois qu'on a ces trois concentrations, on applique cette définition et on obtient une valeur numérique pour la constante d'équilibre standard. Second exemple, avec l'équation bilan que j'ai appelée cette fois petit b. Alors cette fois-ci, on a comme réactif CH3CO2H, qu'on appelle l'acide éthanoïque, ou alors plus communément l'acide acétique, qui réagit avec l'eau et qui forme des ions éthanoates ou ions acétates et des ions oxonium H3O+. Dans cette réaction, vous voyez que les états physiques, on a 3 espèces qui sont dissoutes, celles pour lesquelles on a mis aqueux entre parenthèses, et une espèce liquide. Ça veut donc dire qu'ici, l'eau n'est pas une espèce dissoute, forcément, ça veut dire que c'est le solvant de la réaction. Et ça, c'est important, puisqu'on a vu que, suivant que l'espèce soit le solvant ou un soluté, on a des expressions différentes pour l'activité. Comme précédemment, on cherche à exprimer d'abord la constante d'équilibre associée à la transformation B, donc K standard pour la transformation B, et pour ça, on applique dans un premier temps la définition de la constante standard d'équilibre. Je vous l'ai dit, en général, on met ça sous forme d'un rapport, donc directement ici, je vais commencer par mettre le trait de fraction, et on sait qu'au numérateur, on va mettre ce qui concerne les produits, au dénominateur, ce qui concerne les réactifs. Donc, pour les produits, on a tout d'abord l'ion acétate, CH3CO2-. Son activité, eh bien, on la met à la puissance 1, puisque le nombre stoichiométrique associé vaut plus 1, et on multiplie cette valeur par l'activité de H3O+, puissance 1, au dénominateur, ce qui concerne les réactifs, donc l'activité de l'acide acétique, puissance 1, puisque je suis au dénominateur, multiplié par l'activité de l'eau. Et toutes ces valeurs d'activité vont être prises une fois l'état d'équilibre chimique atteint à l'état final. Maintenant qu'on a posé cette écriture, on va exprimer chacune des activités. Donc on a 3 solutés, les 2 ions qui sont produits, et également l'acide acétique, et l'eau va être ici le solvant. On va donc avoir pour les ions concentration de CH3CO2- fois concentration H3O+, divisé par concentration d'acide acétique, CH3CO2H. L'eau, méfiez-vous, on ne met pas sa concentration, surtout pas, puisque c'est le solvant. Son activité vaut 1.
Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une constante d'équilibre n'a pas de dimension. Pour l'instant, au numérateur, on a concentration fois concentration, donc concentration puissance 2. Au dénominateur, concentration fois 1, donc il nous manque une concentration au dénominateur. On va donc multiplier au dénominateur par C0. Toutes ces valeurs-là étant les valeurs prises à l'équilibre. Et là, si vous faites appel à vos souvenirs de terminale, ce genre d'écriture, c'est quelque chose que vous avez souvent fait. Concentration de la base par concentration de l'oxonium sur concentration de l'acide faible correspondant. Vous voyez que là, ici, on retrouve la définition d'une constante d'acidité pour un couple acide-base. En l'occurrence, ici, le couple, ce sera l'acide CH3CO2H et la base, l'ion acétate CH3CO2-. Donc si je remets les choses en perspective, ça veut dire que ce qu'on est en train de faire ici, cette année, sur les constantes d'équilibre, c'est un travail de généralisation. Mais l'introduction de cette notion, vous l'avez déjà eu en terminale dans la notion sur les réactions acido-basiques. On poursuit notre exercice d'application avec l'équation bilan petit c. Alors en ce qui concerne maintenant l'exemple petit c, on a une réaction qui fait intervenir comme réactif du nickel solide, c'est-à-dire du nickel métallique, avec un réactif qu'on a déjà croisé, le monoxyde de carbone, qui est gazeux dans les conditions de la réaction. Et on va former une espèce qui est une association entre le nickel et le monoxyde de carbone. C'est encore une fois un composé de la famille des complexes. Ce composé se trouve à l'état gazeux. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est puisqu'on a deux espèces à l'état gazeux, est-ce qu'on a une seule phase gazeuse constituée d'un mélange de ces deux types de molécules, ou alors est-ce qu'on a deux phases gazeuses séparées par un ménisque? Bien, la réponse, elle est connue quand on étudie un petit peu les gaz. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les gaz, quelle que soit leur nature chimique, sont miscibles en toute proportion. Ça veut donc dire que dans ce système-là, on aura une seule phase gazeuse constituée par un mélange de monoxyde de carbone et du composé qui est le produit. Si jamais vous avez peur d'oublier, rajoutez dans la marge que les gaz sont miscibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent se mélanger en toute proportion, quelle que soit leur nature chimique. Maintenant, si on aborde l'écriture de la constante d'équilibre pour la transformation C, eh bien en termes d'activité, on écrira que c'est d'abord le trait de fraction, activité du produit, NiCO 4 fois, divisé par l'activité du nickel sous forme de réactif, fois l'activité du monoxyde de carbone, CO, puissance 4, toutes ces valeurs étant les valeurs de l'équilibre. On exprime ensuite les activités. Pour un gaz, l'activité c'est pression partielle sur pression standard P0. Et donc ça va nous faire pression partielle du produit, NiCO 4 fois. Pour le nickel solide, c'est le seul solide présent dans la réaction. Donc dans la phase solide, il n'y a que du nickel. C'est un composé pur. Son activité vaut 1. On multiplie ça par l'activité du monoxyde de carbone qui est gazeux. Donc sa pression partielle sur P0, le tout à la puissance 4. Et là, vous voyez que je n'ai pas mis les P0 tout de suite. J'utilise encore une fois la même astuce en disant que K0 est une grandeur sans dimension. Au numérateur, pression puissance 1. Au dénominateur, pression puissance 4. Ça veut dire qu'une fois qu'on a simplifié les P0, eh bien, il nous en restera au numérateur P0 puissance 3. Toutes ces valeurs étant prises à l'équilibre. Et donc là, on a l'expression littérale de la constante d'équilibre de la réaction C. Pour finir maintenant, réaction D, alors cette fois-ci c'est une transformation d'oxydoréduction. Le cuivre va récupérer des électrons de la part du zinc, il va donc être réduit sous forme de cuivre solide, alors que le zinc, lui, qui donne ses électrons, va être oxydé sous forme de Zn2+. Si on essaye de résumer la réaction sous forme d'un petit schéma, eh bien initialement vous avez un bécher dans lequel vous mettez du zinc métallique, et dans la solution, vous avez des ions Cu+,
et également les contre-ions qui assurent l'électroneutralité. En général, on prend du sulfate de cuivre, donc Cu de plus, SO4 de moins. Et lors de cette transformation, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, pour le zinc, il va se dissoudre et donner un composé en milieu aqueux, Zn de plus. Pour le cuivre maintenant, initialement c'est un ion dissous dans la solution ici. D'ailleurs, les solutions de sulfate de cuivre, vous êtes censé bien les connaître, elles sont d'une couleur bleue un peu turquoise. C'est ce composé-là qu'on utilise pour faire le test de reconnaissance de présence de l'eau. Donc initialement, on a une solution bleue, et lorsque le cuivre va être réduit en cuivre solide, eh bien, il va y avoir sur la lame de zinc des zones où il y aura un dépôt de cuivre. Maintenant, s'il faut exprimer les activités, on voit qu'on a deux solides. Il faut alors savoir, est-ce que les solides sont mélangés au sein d'une même phase? Dans ce cas-là, l'activité, ce sera égale à la fraction molaire en phase solide. Ou est-ce qu'au contraire, on a deux phases solides qui sont séparées par une interface? En l'occurrence, comme je vous l'ai dit, là ici, le cuivre va venir se coller, se déposer à la surface de la lame de zinc. Donc on va avoir deux phases solides. Le morceau de zinc qui va être la phase principale, sur laquelle va être déposée la phase de cuivre métallique. Conclusion. Lorsqu'on exprime la constante d'équilibre de la transformation D, on écrira que c'est égal, donc toujours pareil, on commence par le trait de fraction et on met au numérateur ce qui concerne les produits, à savoir donc l'activité du cuivre fois l'activité de Zn de plus, divisé par l'activité de ce qui concerne les réactifs, Cu de plus, fois Zn, le tout à l'équilibre. Étant donné qu'on a des solides purs, c'est-à-dire seuls dans leur phase, l'activité du cuivre vaut 1, l'activité du zinc métallique vaut 1 également. Il nous reste du coup deux ions, et donc au final, on aura concentration de Zn de plus sur concentration de Cu de plus, ces deux valeurs étant les valeurs prises à l'équilibre. Une petite remarque pour conclure sur ce dernier paragraphe. Dans le cas où on aura comme ça, du côté des produits et du côté des réactifs, des phases solides, l'hypothèse qu'on vous demandera de formuler quasiment tout le temps, sauf si l'énoncé fait mention du contraire, c'est comme on l'a vu ici, de dire que les deux phases solides sont indépendantes l'une de l'autre, c'est-à-dire qu'on a des solides purs, et donc les activités vont être définies égales à 1. Encore une fois, un truc que vous pouvez noter dans la marge, lorsqu'on a deux phases solides, on prend les activités de tous les solides égales à 1. Donc là, avec ce dernier exemple, les PCSI1 sont maintenant au même niveau que les PCSI2, et du coup, la prochaine vidéo, sera pour tout le monde reprise au paragraphe grand 2 petit 3, calcul sur les constantes d'équilibre.